deux. Je me suis dit que pour mon avenir aussi, ça pouvait être bien de savoir à peu près comment créer une entreprise, comment ça allait se passer, etc. Si jamais je voulais créer une entreprise plus tard. Et aussi le fait de faire quelque chose d'utile pour la planète ou pour une cause humanitaire, c'est utile et bien. Sur quel pied penser ? Deuxième émission. Aujourd'hui, retour au collège avec Sacha, Luna et Gauthier. Tous les ans, au collège François-Héritier se développe une entreprise éphémère. Le projet EPA, Entreprendre pour apprendre, propose aux élèves de découvrir le monde de l'entrepreneuriat en créant eux-mêmes une société. Ce projet tend à les sensibiliser aux différents modes de gestion, mais aussi à l'impact écologique de leur choix. Pour accompagner cette création, une prof, Ève Chambon, et un mentor, Laurent Humbert, chef d'entreprise de la société LVH Traiteur. Peut-être avant de nous présenter le projet d'entreprise, où on resitue là où on est et pourquoi vous avez monté une entreprise. Quel âge vous avez tous les trois ? Moi j'ai 14 ans. 14 ans. 14 ans. Donc à 14 ans, comment vous retrouvez à monter une entreprise ? En fait, c'est une option que nous propose le collège qui s'appelle EPA, c'est Entreprendre pour apprendre. Et en fait, c'est le fait de créer une mini-entreprise. Et l'objectif de l'entreprise, c'est de reverser une part des bénéfices à une association ou alors pour l'écologie. Donc ça, c'est une option, c'est-à-dire que vous aviez le choix de ne pas le faire ? Oui. C'est ça. Okay. Donc c'est un vrai engagement de votre part d'aller. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce projet ? Est-ce que c'est le côté écologique ? Est-ce que c'est le côté entreprendre ? Les deux peut-être ? Moi, c'est plutôt le côté entreprendre qui m'a plu. Et du coup, l'année dernière, je me dis que ça pourrait être intéressant pour mon avenir. Moi, il y avait les deux. Je me suis dit que pour mon avenir aussi, ça pouvait être bien de savoir à peu près comment créer une entreprise, comment ça allait se passer, etc. Si jamais je voulais créer une entreprise plus tard. Et en même temps, me dire qu'en faisant ça, comme option, je pouvais aussi aider une cause que je trouve plutôt belle. Et pour moi, c'est plutôt le fait d'avoir des solutions pour plus tard, donc pour nous aider à savoir ce qu'on veut faire dans notre avenir, et aussi le fait de faire quelque chose d'utile pour la planète ou pour une cause humanitaire, c'est utile et bien. Tous les trois, alors c'est peut-être un peu tôt pour parler de votre avenir, parce que vous posez les bases, mais vous avez une idée de ce que vous aimeriez faire, dans quel milieu vous aimeriez évoluer ? J'aimerais être dans la communication marketing. C'est pour ça que dans l'EPA, je m'occupe du site internet et aussi de tout ce qui est vidéo, montage, photo, avec Gauthier qui s'occupe de l'Instagram. Moi, j'aimerais bien soit faire vétérinaire, soit monter mon entreprise, ou bien monter ma clinique vétérinaire ou quelque chose comme ça, mais en rapport avec les animaux un peu. Moi, c'est exactement pareil. J'aimerais bien être vétérinaire. Et créer une entreprise peut-être. Mais c'est aussi surtout pour ça qu'on a choisi, parce que les animaux en ce moment c'est compliqué avec eux à cause de la pollution, des changements climatiques qui les affectent beaucoup. Donc notre nom du coup qu'on a choisi pour le projet, c'est Kemono, qui veut dire animaux sauvages en japonais, pour insister sur le fait qu'on va protéger les animaux en vendant des t-shirts éco-responsables et bio. Parce qu'on reparlera peut-être du choix après, mais comme vous disiez, tous les bénéfices de Kemono, vous les reverserez à... La WWF. C'est une part des bénéfices. Parce qu'à la fin du projet, on compte faire une sortie ou quelque chose comme ça. Normal. Ça. On bosse pas pour rien. On va donner 60%. Kemono, c'est quoi ? C'est une entreprise éphémère ou c'est une entreprise qui va... C'est une entreprise éphémère. À la fin de l'année, il faut qu'elle soit... Terminé. Ok, Terminé. Vous êtes en liquidation presque à la fin de l'année alors. C'est ouais, ça. C'est ça. Et du coup là on va faire donc à la fin de l'année on va faire un festival là où on va présenter notre t-shirt devant d'autres collèges etc. pour donc le vendre et peut-être avoir un prix sur notre projet. Et ensuite à la fin de l'année donc le projet il se terminera. Oui, parce que ce projet, là, EPA, vous le portez devant d'autres projets. Il y a un genre d'élection devant un jury qui vous permet de vous confronter à tout ça. Vous avez des contacts avec d'autres entreprises ou d'autres projets EPA tout au long de l'année ou pas ? On a déjà rencontré l'EPA de l'autre collège à l'île Jourdain. Louis Michel. Mais sinon, on n'a pas d'autres contacts. Parce qu'on avait présenté donc devant le Rotary pour espérer avoir de l'argent pour commencer le projet, pouvoir le débuter. Et là, on avait aussi le collège de Louis Michel qui présentait aussi leur projet. Donc les deux projets sont soutenus ?
Oui. Le Rotary, on en reparlera tout à l'heure avec Laurent de LVH Traiteur qui vous suivent, qui suit les projets d'ailleurs. Laurent, tu peux prendre la parole. Hein. Tu suis les projets déjà, on s'était vu l'an dernier sur la même émission à peu près. Hein. Alors en effet, bonjour, je tiens quand même à remercier l'Écoutille pour ce petit flash, ce petit passage sur le web, parce que c'est important aussi pour nous. Alors c'est important pour eux, pour leur entreprise, c'est important pour ce projet, c'est important pour l'EPA, qui est un projet national, et c'est important aussi pour le Rotary. Alors moi je fais partie du Rotary de l'Île Jourdain, donc qui suit l'EPA, donc moi je suis mentor de leur projet. Chaque année, on a la chance d'avoir un proviseur de collège qui est ouvert à cette option, parce qu'il faut dire que ça leur coûte aussi du temps, de l'argent, etc., des professeurs aussi. Et l'EPA permet donc effectivement à ces élèves de voir un petit peu le côté pour entreprendre, le côté de l'entreprise. Et nous, en tant que Rotary, on est là pour les aider, pour les soutenir, pour leur faire un petit réseau aussi à côté quand ils ont besoin de quoi que ce soit. Et comme tu disais, effectivement, moi chaque année, je représente le Rotary et je les aide, avec l'appui du Rotary bien entendu, à aller au bout de cette entreprise, à leur expliquer aussi en tant que chef d'entreprise les aléas de l'entreprise, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est facile. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Et voilà. Alors justement, est-ce que, sans répondre aux questions auxquelles on va être confronté après, est-ce que en tant qu'accompagnant, vous essayez de les mettre volontairement dans des situations pas évidentes pour leur montrer ce que c'est une entreprise réellement? Alors oui, on les met pas volontairement, ils s'y mettent tout seuls. Donc, et c'est logique en fait, ça va tout seul. On va commencer à créer une entreprise, donc on va avoir des questionnements. Et ils sont en phase de questionnement. Alors des difficultés, on en a tout le temps, mais on est surtout en phase de questionnement. Et après, à eux de prendre des décisions. Et là où c'est difficile pour nous, mais intéressant aussi, c'est qu'on leur laisse prendre leurs décisions. On les influe pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes senti, vous, influencé ou pas? Non, pas du tout. Non, pas trop. Non, ça va? Vous avez l'impression d'avoir été libre tout au long de votre développement d'entreprise? Oui, Oui, par oui. exemple, au début de l'année, on avait vu des t-shirts, on ne savait pas la qualité, on ne savait pas grand-chose, et pourtant on a quand même pu les commander sans qu'ils nous disent non, faites vraiment gaffe à ce t-shirt, etc. C'est juste une création de t-shirt où il y a vraiment l'idée de développer une marque en fait? Non, c'est pas forcément développer une marque comme par exemple Nike qu'on peut retrouver qui est très connue ou des choses comme ça. C'est vraiment pour justement pour la protection animale. C'est pas pour se faire connaître. C'est vraiment pour une cause humanitaire. En fait, le but du t-shirt, c'est que quand on le vend, on ne dise pas tiens, vous achetez ce t-shirt, c'est en achetant ce t-shirt, vous protégez une cause derrière. Oui, c'est-à-dire que vous vendez pas un t-shirt, Non. mais vous vendez plutôt une cause. Oui. Il est derrière. Si votre développement d'entreprise au départ, hein, parce qu'en fait ici on aime bien parler d'éco-responsabilité, je pense que vous avez été confronté à ces questions-là assez rapidement, surtout sur l'achat de t-shirts. À quel moment, comment s'est passé votre réflexion autour de l'éco-responsabilité, de votre impact écologique et celui de l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui vient dès le départ ou est-ce que c'est en commandant des t-shirts et en se renseignant que vous avez finalement pris conscience de l'impact que vous pouviez avoir? Non, c'est depuis le départ. Depuis le départ, on voulait trouver des t-shirts éco-responsables. Donc on a fait des essais là où on s'est rendu compte que c'était pas du tout éco-responsable. Ils disaient que c'était fait en France, écologique, etc. Sauf qu'en fait, ça venait des pays vers l'Inde, etc. Et voilà. Et après, si on a regardé les t-shirts en les achetant, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Où est-ce qu'ils étaient fabriqués? Donc on a regardé les labels qu'il y avait dessus. Donc on en avait plusieurs. On avait le label organique qui disait que le coton il était bien bio. Il y avait des stations d'épuration à côté pour pouvoir que l'eau soit écoulée mais proprement, et d'autres labels. On a aussi obtenu le label de éco-responsable de la WWF.
pas un label, non ça. En fait, ils ont obtenu le soutien. Donc l'avantage d'aller vers la WWF, ils ont obtenu le droit d'utiliser le logo et le slogan de WWF ils ont fait les démarches tout seuls, ils sont comme des grands entrepreneurs. On a fait une visioconférence avec un directeur de la WWF pour savoir si on pouvait l'utiliser, le logo, et être en collaboration avec eux, enfin en association. Donc il a trouvé que notre projet il lui convenait et Il il était nous a intéressant. envoyé les logos qu'on pouvait utiliser. Voilà. Donc vous êtes adoubé par WWF. Oui, C'est ça. oui. C'est quand même, alors pas une victoire, mais vraiment pas sympa sur le développement. Si l'entreprise devait perdurer, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Oui. Sur la réflexion, donc il y a les t-shirts que vous avez commandés, mais il y a aussi tout le reste, du côté production, quoi, comment les faire livrer. Vous avez créé un logo, comment imprimer le logo sur le t-shirt et son impact à lui aussi. Tout ça, ça a été en plusieurs étapes, parce que là vous êtes 3. En réalité, vous êtes combien à travailler sur cette entreprise ? On est 15. Oui, 15. Comment vous avez découpé les rôles et quelle commission a pris du temps à réfléchir à ça ? Dans notre entreprise, en fait, il y a 4 pôles et chaque élève est allé en fonction de sa préférence. Donc, il y a le pôle communication, finance, production et vente. Et en fonction de ce qu'on aime faire, donc là, on retrouve la partie professionnelle à venir. Donc, en fonction de ce qu'on aimerait faire plus tard ou ce qui nous plaît le plus, on va là où on aime aller. Et après, du coup, on a choisi un élève dans chaque groupe Pour être directeur. pour être directeur de pôle un petit peu, qui dirige un peu le pôle pour recadrer. Et après, environ chaque semaine, on fait un récapitulatif de chaque pôle pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, si on a avancé, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on va devoir faire la semaine prochaine ou ce qu'il faut rectifier dans ce qu'on a fait. Vous êtes directeur d'un pôle ou Oui, Moi, je suis de pôle vente. on pôle communication. Moi j'étais avant pôle communication, mais j'ai préféré partir en vente après. En fait, ce qu'il faut souligner, c'est que le PA, donc la création de l'entreprise, c'est le tout départ. Et au départ, on crée aussi comme un statut en fait d'entreprise, à savoir que, vous voyez, on connaît aujourd'hui nous les statuts d'entreprise. Est-ce qu'on a une SARL, une SAS, etc. Donc est-ce qu'on a un PDG, un directeur, voilà. Mais il existe aussi des entreprises coopératives où il n'y a pas forcément un dirigeant. Un PDG, un patron, mais on a peut-être des pôles ou des responsables qui peuvent aussi évoluer au cours de l'année, au cours de l'évolution de l'entreprise. Ça existe en France et ailleurs, surtout ailleurs, mais ça existe. Et eux, ils ont choisi justement ce côté-là, ce côté coopératif. Donc chaque année, on l'avait vu aussi l'an dernier sur les entreprises, ils avaient aussi choisi ce modèle-là, mais ils peuvent effectivement choisir le modèle qu'ils veulent. Eux ont choisi ce modèle-là et de fait ont des responsables de pôle au lieu d'avoir un directeur qui gère tout plus haut. Après, les décisions, on les prend ensemble, tout le groupe, et pas que les chefs de pôle. C'est juste nous, on fait le lien entre les différents pôles. Et On est un peu des messagers, on va dire. Par exemple, pour le pourcentage qu'on allait donner à l'association, c'est d'abord les directeurs des pôles qui ont vu qu'est-ce qu'on pourrait dire approximativement, et ensuite on a fait un vote pour savoir quelle part on allait donner. Alors, est-ce que vous arrivez à respecter, vous, avec vos convictions, la parole du groupe, si vous n'êtes pas d'accord ? parfois, c'est pas facile, mais on fait comme on peut. Ouais, parce que là, vous vous retrouvez dans une position où vous allez donner la parole qui a été décidée démocratiquement dans votre groupe, mais qui ne va pas forcément correspondre à ce que vous allez penser. Donc, est-ce que vous êtes retrouvé dans cette situation-là ? En fait, en général, quand par exemple les directeurs de pôle ils prennent des décisions et qu'on sait que pas forcément tout le monde va être d'accord, on fait des votes. Pour par exemple, là, le pourcentage, on a fait des votes à main levée. Là où on a mis plusieurs pourcentages et lesquels pouvaient le plus plaire à la classe. Donc c'est 60% qui ont été approuvés.
Est-ce que ça, en sortant un peu de l'entreprise Kemono, est-ce que ça vous paraît un modèle qui est facilement, qu'on peut facilement mettre en place à l'extérieur dans une entreprise qui n'est pas forcément développée comme vous là cette année? Après, je pense que par rapport à une entreprise, nous, on a vraiment été sélectionnés. Donc, il y a des gens qui n'ont pas été pris dans d'autres troisièmes. En fait, vu qu'on a un groupe d'enfants, on a tous créé l'entreprise ensemble, on est parti de rien. Donc, comparé à d'autres entreprises où c'est vraiment une personne qui a choisi de créer, vu qu'on l'a tous créé en même temps, il n'y a pas forcément de chef, parce qu'on était tous à zéro et on a tous évolué ensemble. Donc, je pense que le moyen démocratique, c'est le meilleur moyen d'être en égalité avec les autres. Non, mais en extérieur, je pense pas que c'est possible. Non, Parce que si personne décide, il y en a, ils vont partir dans leur coin. Ouais. Et finalement. Parce que quand on embauche, on ne demande pas l'avis pour faire évoluer la société, on demande juste de faire ce qu'on lui dit et puis c'est tout. On n'a pas trop échangé sur ce sujet-là. Alors pour ma part, qui suis dans la vie active depuis quelques petites années, et notamment chef d'entreprise depuis un peu plus de 10 ans, alors je suis pas du tout d'accord avec eux. C'est un modèle qui existe et qui est viable. D'ailleurs, moi, j'ai des partenaires, j'ai des fournisseurs qui sont sur ce modèle-là. Alors moi, je suis pas sur ce modèle-là. On est 2 associés, mais on est une toute petite structure, donc on est 5 salariés. Et même si on n'a pas ce modèle-là, même si c'est moi qui prends énormément de décisions dans ma société, 80%, tout ce que je peux consulter, je consulte. Parce que, alors, à mon sens, attention, ce n'est qu'à mon sens, un chef d'entreprise, s'il ne consulte pas ses collaborateurs, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Donc, même si on est dans un système qui n'est pas coopératif comme le vôtre, si on ne consulte pas, ça ne fonctionne pas. Donc après, dans la vie réelle, entre guillemets, même s'ils le sont, bien plongés dedans, ça peut être effectivement un petit peu plus complexe, un modèle très démocratique comme ça. Mais pourtant, c'est viable et ça amène souvent à des objectifs beaucoup plus pensés et beaucoup mieux, à mon sens. Ouais, là on parle du modèle de la SCOP, c'est vrai qu'on en entend souvent parler, mais c'est pas forcément en création, on en entend parler en général quand l'entreprise va mal et que les salariés décident que en fait ça va pas si mal que ça, et puis ce qui va mal c'est juste la rémunération du patron, mais en vrai on peut très bien, bon je suis peut-être un peu parti pris, j'avoue, mais ouais, c'est un modèle qu'on n'imagine pas se mettre en place naturellement dans une entreprise où le patron vient les voir en disant bon voilà, ça y est, on marche bien, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on tourne, peut-être qu'on va changer de modèle et passer sur de nouvelles règles. Ça se fait pas trop dans ce sens-là. Ça se fait pas dans ce sens-là. En création, ça se fait quand même. Alors, par contre, je te rejoins, tu as tout à fait raison. La plupart du temps, on arrive sur un modèle coopératif quand le patron il est plus là, entre guillemets, et que les salariés sont là, qu'il y a une structure, et que les salariés y croient et reprennent cette structure. Donc, effectivement, la plupart du temps, c'est ce modèle-là. Mais en création, ça existe quand même. Ça existe. Alors, en général, il n'y a pas forcément tous les salariés qui sont englobés, mais au lieu d'avoir vraiment un PDG, etc., ce système de plusieurs pôles, ça existe et fonctionne. Ouais, ça fonctionne pas mal, c'est juste pour vous rassurer sur vos modèles économiques futurs, ça peut marcher. D'ailleurs, ça a marché pour vous, où il y a eu beaucoup d'engueulades, de prises de tête, ou même si c'est effectivement pas la même chose, vous défendez juste un projet quelques heures dans la semaine, c'est pas votre vie professionnelle et votre rémunération que vous mettez en avant, mais est-ce qu'il y a eu quelques accroches parce que vous étiez vraiment pas d'accord? Est-ce que ça a amené du débat? Un peu au début de l'année, parce qu'en fait au début de l'année on part avec 2 projets, c'est-à-dire on se sépare en 2 groupes dans la classe, et déjà au début on réfléchit tous après un projet, et ça crée donc on se met à plusieurs pour créer des projets, et ensuite on se sépare, on était 4 au début du projet, 4 groupes, on a fait des votes, il y en a 2 qui sont sortis, et ensuite on a continué donc à améliorer le projet, et on a refait un vote pour départager ces 2 projets. Et voilà, par exemple là c'était pas très drôle, vu que dans tous les cas il y avait ceux qui avaient leur projet, ils voulaient le défendre, donc là on était séparés par exemple en 2 groupes, et après maintenant qu'une fois que ça s'est fait, on n'a pas eu trop de problèmes
dans le groupe. Après, on a quand même eu quelques prises de tête, mais rien de bien grave et de lourd, quoi. Bon, après, ça va pas non plus séparer les élèves parce que on sait qu'on est un groupe et que dans tous les cas, on va devoir travailler avec eux jusqu'à la fin de l'année. Même si c'est vrai qu'au début de l'année, tous les projets proposés étaient très différents. Donc on partait sur de la vente, de la fabrication, puis sur de la communication sur Internet. Donc tout était très différent. Et c'est vrai que c'était assez compliqué de faire un choix parce qu'on y a passé quand même plusieurs semaines. Après, on a fait l'étude de marché, donc voilà. Alors effectivement, tu as à l'EPA, quand les élèves arrivent, donc eux ils sont arrivés à 15 au début, et ils arrivent tous avec des idées plein la tête, et tant mieux, parce que c'est le but. Et effectivement, il faut choisir un projet. L'an dernier, si tu te rappelles, il y en avait 2 et c'était très 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 complexe. Mais en plus, normalement, on peut pas. On peut vraiment choisir qu'un seul projet. Et du coup, effectivement, au départ, alors je dirais pas que c'est des tensions, mais c'est juste des choix à faire. Et pour te dire que c'est pas forcément des tensions, c'est que sur 15 élèves au départ, on est reparti avec 15 élèves à l'arrivée sur un seul projet. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à trouver un consensus. Et comme je disais tout à l'heure, même quand on a une structure qui est coopérative, effectivement, celui qui n'est pas forcément porteur de ce projet-là au début va être un poil moins impliqué, mais et donc du coup peut-être un petit peu moins décisionnaire. Et ça fait partie de la vie. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est viable aussi. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont être en avant, des gens qui vont décider, qui vont prendre des décisions et qui vont se montrer. Quand on est au marketing, c'est peut-être nous sur les photos, c'est peut-être nous l'image de la société. Effectivement, quand on est sur un modèle où on a un PDG, etc., c'est le PDG. Moi, je suis l'image de ma société. L'image qu'on voit visuel, ouais. À la télé. Non, à la télé, je passe pas encore. À la radio, mais on voit pas de visuel. De la radio, même. L'année prochaine, j'amène la caméra, promis. Avec plaisir. Ouais, je voulais vous demander, donc là, on a déjà la réponse, mais personne n'est parti. Vous étiez à 15 au départ, vous êtes à 15 là, et est-ce qu'il y en a qui ont été tentés de partir en disant non, mais vraiment, ce projet, moi, j'y crois pas, et c'est pas du tout ce que je veux développer. Mais oui, mais il y a des élèves, ils ont changé. Il y en a un qui est parti, et une autre qui est venue parce qu'elle n'avait pas été prise au début. À voir réellement avec le projet en lui-même, personne n'est parti en disant on n'a pas pris mon projet, du coup je me barre. Non. Si le projet n'aurait pas été choisi le nôtre, j'aurais peut-être hésité de partir, mais je sais pas si j'aurais fait. Non. C'est mon point de vue. Parce que même si ton projet n'est pas choisi, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de voir ce que proposent les autres. O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fat bit lust. Cause I give a way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. I might be better. Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright, okay.
comment se sont passés les votes pour le projet? Parce que bon, là, on est quand même sur un type d'entreprise qui est bien particulier. Les différents projets qui ont été amenés, quand est arrivé l'heure de voter pour les projets, c'est quoi qui l'a emporté? C'était vraiment les idées de développement ou alors le côté écologique, puisque c'est quelque chose qui fait partie de Entreprendre pour apprendre, donc le projet EPA, le côté écologique et éco-responsable. Vous mettez des croix sur ça, c'est plus écologique que ça, donc on va partir plus là. Au début, on était plus sur la possibilité. Donc, quel projet serait le plus possible? Donc, à partir de là, on a éliminé quelques projets. Après, on est parti sur quel projet serait le plus intéressant de faire tout au long de l'année. Après, on est surtout parti sur une étude de marché. Oui, on a fait dans la rue, au marché, il y a le marché le samedi. On est parti interroger des gens pour savoir quel projet ils préféraient. Donc on a fait des questionnaires, des fiches et après on a fait des analyses. Et après on a voté, les votes étaient assez serrés. Je crois que c'est passé à 2 votes. Un ou deux Un votes. vote, un vote. Parce qu'il y a certaines personnes qui étaient pour notre projet, qui ont voté pour leur projet, et inversement. Du coup, là, il y a eu des petites tensions. Et sur les études de marché, on était à même score, donc c'était à égalité. Alors juste, quel était l'autre projet qui était en C'était un balance? kit de toilette, en fait, avec une espèce de boîte, du savon, du dentifrice, plein de trucs, qui bio et produits dans le Gers. Avec des produits locaux. Alors là, en termes de production, c'était pas du tout les mêmes implications. Est-ce que au final, ça a joué, ça, de vous dire, ah, attends, on part sur un truc, là, ça va durer 7-8 mois, soit on contacte un fournisseur, un mec qui va nous faire un logo et on va le mettre sur un t-shirt, ou alors on contacte des fabricants de savon, des fabricants de boîtes. Je crois que ça a joué parce que déjà le prix de départ qu'ils avaient dit pour le kit toilette, il était quand même cher. Et sachant de ce qu'il y avait dedans, déjà par moi, je trouve que ça faisait un peu cher. Et ensuite, oui, sachant que ça serait aussi plus dur de se procurer tous les produits localement, à un prix raisonnable, etc. Donc. On s'est aussi basé sur les projets qu'il y avait eu l'année dernière. Donc c'était de la nourriture vendue, donc pareil, le local. Et on s'était rendu compte par le projet l'année dernière que ça n'avait pas forcément très bien marché, que le temps de production était très long, le temps de fabriquer le packaging et des trucs comme ça. Du coup, on est plus parti sur le t-shirt. Alors effectivement, je la rejoins sur l'an dernier, on avait un projet de sacs avec des produits locaux, etc. Alors marché, ça a bien marché, mais ça a tellement bien marché qu'ils n'avaient pas assez de temps pour produire énormément. Enfin voilà, la demande, pour répondre à la demande. Donc c'est cette entreprise, vous y travaillez combien de temps par semaine? 2 heures. Le jeudi, on a 2 heures le matin pour faire tout ce qu'on a à faire. Et donc en 2 heures, vous arrivez, vous, pour produire les t-shirts, à travailler sur le logo, les couleurs. Enfin, vous avez été confronté à tout un tas d'étapes. Comment ça s'est passé concrètement? Ce qui est bien déjà, c'est que le logo, on l'a créé presque au tout début de l'entreprise. Ça veut dire qu'avant qu'on fasse les choix de quelle entreprise on allait prendre, le logo, on l'avait déjà choisi, etc. Donc ça a déjà bien aidé. Et ensuite, on a dû faire des recherches de t-shirts, lesquels étaient les mieux, etc. en comparant. Alors, on part sur l'impact écologique de votre entreprise et de votre travail. Le t-shirt, quand vous le commandez, pour le choisir, il faut les toucher, voir si la qualité correspond, en plus du label que vous recherchiez. Comment vous avez commandé plusieurs t-shirts? Vous avez fait un échantillonnage On a commandé un t-shirt féminin. Et quand on a essayé, enfin, pas moi, mais qu'une fille a essayé, et le toucher était bien, la qualité était bien, la texture aussi. On avait aussi commandé avant les t-shirts qu'on a en ce moment un autre pour faire des tests. Et le grammage, il n'était pas assez élevé, du coup on a changé de producteur, parce que sinon ça revenait trop cher par rapport à ce qu'on voulait faire. Avant ça aussi, on avait commandé des t-shirts, un t-shirt pour faire le test. Ils se disaient que c'était du coup made in France, et ça l'était pas. Et après, le t-shirt... En fait, il y avait juste la fabrication du t-shirt tout prêt qui était fabriqué en France, mais tout ce qui venait
qui venaient faire les t-shirts n'étaient pas français. Entre le fabriquer en France et le transformer en France, quoi. Donc là, on joue sur les mots un peu. Est-ce que vous avez calculé, je reste un peu sur les mêmes questions, hein, l'impact écologique de commander 3-4 t-shirts, de les faire venir un petit peu de partout pour trouver le bon? Enfin, il n'y a pas forcément beaucoup d'autres modèles que ça, mais... L'entreprise qu'on a pris, elle est située à Toulouse, donc c'est quand même assez proche. Donc au niveau des transports, si... Ouais. Quoi? Si, c'est Mais non, le fil rouge, c'est à Toulouse. Non, c'est à Marseille. Je croyais que c'était... En fait, on a passé beaucoup de coups de fil à beaucoup d'entreprises. Et on a récolté beaucoup de devis, on a tout comparé et on a choisi celle qui nous semblait le mieux. Et du coup, pour l'impact un peu écologique, vu qu'on sait que ça vient de Marseille, on sait que c'est plutôt proche. Donc déjà, juste l'empreinte écologique juste sur le transport, on sait qu'elle va être moindre que si c'était situé, par exemple, je dis au hasard, en Angleterre ou par exemple en Afghanistan ou à Bangladesh. Et du coup, justement, avec les labels, on sait que le t-shirt à la production, il polluera beaucoup moins que d'autres grâce à plein de facteurs qui font ça. Est-ce que vous avez réfléchi justement par rapport à la provenance du t-shirt, juste à l'impact écologique, ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été soulevées? Ah oui, on a contacté une entreprise qui nous a toujours pas répondu, qui a pour but en fait de redonner vie au t-shirt quand on n'en veut plus. On va là-bas, on donne le t-shirt et ça devient un torchon ou n'importe quoi. Et comme ça fait en fait un cycle de vie un t-shirt. Ça, c'est déjà un projet qu'il y avait eu. On n'avait pas fait les éponges. Vous n'aviez pas un projet d'éponge sur les... Alors, Ève Chambon, qui est la prof qui a accompagné ce projet, qui accompagne tous les ans d'ailleurs. En fait, pour les t-shirts, on a essayé de penser cycle de vie du t-shirt. Donc, on a regardé ils ont regardé au niveau de la production, quel était l'impact sur l'environnement, qu'est-ce qu'ils voulaient comme t-shirt. Et après, on veut accompagner le t-shirt aussi sur sa fin de vie. Donc, on est pour parler avec une association de l'île Jourdain, de manière à faire réfléchir aussi le consommateur sur qu'est-ce que deviendra le t-shirt après. C'est-à-dire qu'il envisage en effet, soit s'il est suffisamment en bon état, de le donner, ou alors de s'en servir comme un torchon éventuellement. Enfin voilà, que le t-shirt peut servir encore après. Alors je pensais plus moi à l'impact sur les travailleurs en fait que sur la simple écologie. Alors c'est bien, hein, je dis pas que... Mais est-ce que cette question-là des travailleurs au Bangladesh, savoir que c'est peut-être des enfants de votre âge qui fabriquent les t-shirts, est-ce que ça a eu une importance dans votre choix aussi ou... Bah oui, ça a joué déjà, parce que déjà quand on sait que dans ces pays en général, il y a une part de ces t-shirts ou chaussures, etc., qui sont produits donc par des enfants de notre âge, qui ne sont pas forcément payés et bien traités. Donc on a fait gaffe aussi à ça. Est-ce que ça vous a fait réfléchir, vous, à votre mode de consommation ? Un petit peu, parce que nous on se dit qu'on n'a pas travaillé pour faire des t-shirts ou n'importe quoi pour quelqu'un, et qu'on a déjà tout en fait. On a une maison, de la nourriture, un collège. D'où viennent vos fringues aujourd'hui ? Non, mais c'est une question importante et intéressante aussi, quoi. Mais je suis sûr, je crois que c'est en Afghanistan. Ah, mais je pense que là, de toute façon, on est 6 autour de la table. Je pense qu'on a tous quelque chose. Je suis même pas sûr qu'on ait quelque chose qui vienne de France réellement. Donc, alors on va pas faire l'inventaire de tout ce qu'on porte, mais quand même, c'est des modèles qui sont compliqués. Est-ce que le fait de développer cette entreprise Kemono, est-ce que ça vous a incité vous à regarder les choses différemment quand vous allez acheter des fringues? Pas trop, parce que déjà on sait que, moi en tout cas, parce que quand même déjà on sait que on le ferait déjà beaucoup plus, je pense, si par exemple le prix serait plus raisonnable, etc. Parce que des marques françaises déjà, moi personnellement je sais pas si j'en connais. Et qu'en plus de ça, en général le prix du français c'est beaucoup plus cher que si on le prend d'autres pays. Mais pourquoi c'est plus cher? Justement parce que c'est fait localement. C'est plus rare, c'est plus compliqué de trouver quelque chose de français et de local que quelque chose de d'autres pays. Surtout les travailleurs ils sont beaucoup mieux payés. Si ça vient d'Afghanistan, ils sont payés 1 euro le mois. Si ça vient en France, c'est 2000 euros. Donc, non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils sont beaucoup mieux payés ou est-ce que les autres sont pas assez payés ou beaucoup moins bien payés? Je pense que c'est beaucoup moins bien payé parce que c'est presque de l'esclavage quand même. Ouais, on part sur d'autres considérations. Mais quand même, c'est important quand on développe une entreprise de vêtements de se poser ce genre de questions-là.
Votre t-shirt, vous, il se vend à combien ? 25 euros. 25 euros. Est-ce que ça vous paraît un prix raisonnable pour un t-shirt ? Bah, pas trop, mais vu qu'on sait quand même qu'il y a le geste derrière, etc., bah, ça justifie plus le prix déjà. Et que, comme on dit, si les t-shirts sont français, bah, ils sont forcément plus chers. Donc nous aussi, on les a achetés plus chers. Et donc, à ce prix, des t-shirts français, on n'en trouve pas beaucoup déjà. Et voilà. Moi, je trouve quand même que le prix est raisonnable parce qu'il y a des grandes marques. C'est pas fait en France, c'est fait je sais pas où en Inde. Bah, c'est beaucoup plus cher juste parce que c'est des grandes marques. Et du coup, nous, faire des prix moins chers faits en France, coton bio et tout ça, moi je trouve que c'est un bon prix. Et puis même pour ce qu'il va apporter derrière le t-shirt, c'est quand même raisonnable. Parce que c'est pas juste une vente pour vendre et pour gagner de l'argent. C'est vraiment pour un projet humanitaire et éco-responsable. C'est vrai, on peut reprendre par exemple le même exemple de Nike. Les t-shirts, ils sont faits peut-être en Afghanistan ou dans d'autres pays par exemple. Et le prix d'un t-shirt juste avec un logo, il pourra atteindre les 70 euros. Alors que le nôtre, il coûte 25 euros, sachant qu'on reverse sur une association derrière et que c'est fait en France avec des labels. Est-ce que dans le développement de votre produit, quels sont les coûts que vous avez pris en compte pour statuer sur ce prix de 25 euros ? Bah déjà, il y a le prix qu'on met pour acheter les t-shirts, faire les logos, le faire venir jusqu'au collège et tout ça. Il me semble que c'est 17 euros. Hein. Du coup, si on le vend 25 euros, on gagne approximativement 8 euros de bénéfice. Et 8 euros de bénéfice, il y a 60% qui repart à WWF. Du coup, finalement, c'est plus tant que ça. Je regarde le feu, il est passionnant. Je caresse ses flammes et c'est brûlant. Garder ses distances, c'est plus prudent. Attiser ses flammes de temps en temps. Si vous aviez dû donner le coût réel, en fait, on fait un rapide calcul. Vous travaillez sur le projet depuis combien de temps ? À le début de l'année. Hein. Depuis septembre. Donc ça fait quoi ça fait 5-6 mois en enlevant les vacances scolaires ? Ouais. C'est ça. 6 mois, donc 24 semaines ? Ouais. Ouais. 24 semaines, 2 heures par semaine ? Ouais. 48 heures pour 15 personnes. Donc 48, 480 plus donc 240, 720 heures. Le coût du travail en France au SMIC, il est autour de 10 euros. Est-ce que c'est, donc on va dire 10 euros pour aller plus vite, est-ce que c'est 7700 euros de salaire que vous auriez dû avoir si vous travailliez réellement en partant vraiment sur de la base au minimum, hein.
Est-ce que cet impact-là, il est sur le coût du t-shirt? Non. Nous, on est parti du principe qu'on se payait pas. Bah, c'est du volontariat. Enfin, on se paye, mais il n'y a rien, quoi. C'est plus volontaire, parce qu'on s'est vraiment proposé pour le faire. Justement, vu que c'est comme on disait au début de l'année, au début de l'interview, si c'est une option et qu'on a voulu le faire, c'est pas pour qu'on soit payé en retour. C'est vraiment le but de créer l'entreprise et l'action écologique derrière. Alors, effectivement, le but de l'EPA et la création de l'entreprise, c'est bien de leur montrer que tout a un coût. Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même été calculé dans leur business plan, mais donc du coup dans leur passif, mais qui a été remis dans leur actif, puisque effectivement, ils perçoivent pas de rémunération. Mais par contre, ils ont bien quand même l'idée du coup, et de savoir que quand on fait quelque chose, on est rémunéré, et ça doit effectivement, normalement, rentrer en compte. Voilà. Donc bon, effectivement, sur une entreprise comme ça, il aurait fallu vendre, mais du coup, ils ont quand même ils ont le savoir, ils savent que voilà, il aurait fallu vraiment vendre beaucoup pour réussir à rentabiliser avec les frais de personnel, etc., etc. Mais c'est quand même calculé. Oui, non, mais je vais volontairement vers ça pour parler du coût du vêtement, puisque alors on a parlé de Nike, mais on pourrait parler d'énormément d'entreprises qui travaillent sur le même modèle. Est-ce qu'il vaut mieux aller acheter un t-shirt écologique à 25 € qui va être peut-être plus cher, mais sur lequel on a réfléchi au cycle de vie, mais que vous allez porter plus souvent parce que vous l'avez payé plus cher? Ou est-ce qu'il vaut mieux ça ou aller acheter 5 t-shirts à 5 €? Bien évidemment, il vaut mieux acheter le t-shirt français. Dans tous les cas, on va pas dire le contraire alors qu'on en crée déjà, c'est logique. Et sachant que donc, la qualité elle est quand même meilleure vu que c'est fait de meilleures matières. Du coup, il se conserve aussi longtemps. Et ouais, c'est mieux pour la planète déjà, ça c'est sûr. Mais par rapport au modèle, parce que au modèle de consommation actuel et la fast fashion, où on fabrique des trucs vraiment pas chers pour les porter quelques mois, les jeter, les revendre, passer à autre chose. Est-ce que ce que vous proposez comme modèle avec Kemono, est-ce que ça correspond à ça? Ou à ce que vivent vos potes Oui, déjà on a choisi du coup de faire un t-shirt qui est très épuré. Sachant comme maintenant les personnes de notre âge portent beaucoup de t-shirts simples avec un logo ou pas grand chose dessus. Donc on est parti de ce principe. Donc il y a une réflexion sur le look du t-shirt. C'était pas juste prendre un t-shirt, mettre un logo dessus et on essaye de le vendre, quoi. Non, parce que déjà de base, on avait pendant l'étude de marché, on avait plusieurs styles de t-shirts qu'on avait choisi. C'est-à-dire on aurait pu dire avec un gros logo dans le dos et le logo ici, un t-shirt très épuré, un t-shirt avec une phrase humoristique, un t-shirt avec un dessin, etc. Et du coup, c'est celui-là qui est le plus sorti. Et on avait regardé aussi la population, quelle personne était le plus prêt à l'acheter, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ah tiens, du coup, épuré. Parce qu'on avait déjà parti de ce principe au début, parce qu'on s'est dit qu'à notre âge, beaucoup de personnes déjà utilisent des t-shirts épurés. Et donc, ça a confirmé notre choix. Après, pour le choix des t-shirts, ça dépend aussi des moyens de la famille. S'il n'y a pas trop de moyens, c'est plus pratique d'acheter un t-shirt pas trop cher, mais pas fait en France, que d'acheter un t-shirt fait en France, mais plus cher. Les t-shirts, vous les avez reçus aujourd'hui, hein. Alors, est-ce que vous êtes satisfait du rendu? La qualité, déjà, elle est pas mal. Et ça ressemble exactement à ce qu'on voulait au début. Donc. Et en plus, on a eu quelques problèmes, parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait les avoir beaucoup plus tard que prévu. Et du coup, on était un peu dégoûtés. Et là, du coup, on est content de les avoir quand même. Combien vous avez commandé de t-shirts? 38. Ils sont tous vendus déjà ou... Non, pas tous. Non, pas tous. Vous allez retourner sur le marché du coup pour essayer de les vendre ou En fait, on a créé un site internet de communication. Donc, on va exposer ce qu'on fait, une exposition en ligne, et après, on va donner le contact pour nous contacter et le commander par messagerie. Le site internet, vous l'avez là? Vous nous le donnez? Oui, il vient de se terminer. Du coup, on va le mettre en ligne. On attend d'avoir la photo du t-shirt homme. Et si vous deviez continuer Kemono,
Quelles seraient vos idées? Donc au début de l'année, on s'est dit que si les t-shirts marcheraient bien, on pourrait faire des shorts, des casquettes, etc., changer d'article. Bon, du coup, ça s'est pas fait vu qu'il y a eu un gros temps de livraison. On a pris du temps à trouver le bon site avec les bons t-shirts, la bonne qualité, etc. Et donc, oui, si ça venait à continuer, on pourrait faire des ensembles kimono, changer le style du t-shirt, on pourrait modifier comme on veut le t-shirt, quoi. Qu'est-ce que vous gardez, vous, comme expérience autour de cette aventure-là? Ouais. Ça nous a appris quand même de travailler en groupe, ce qui est pas facile pour certains. Et on a aussi déjà monté une entreprise. Et travailler en équipe, monter une entreprise, passer des appels à d'autres entreprises et plein de trucs. C'est vrai que oui, pendant cette année-là, déjà, on a passé beaucoup d'appels quand même. Donc ça nous apprend aussi à parler plus fluidement, à arriver à être moins timide envers les gens, pouvoir parler librement, etc. Par exemple, l'étude de marché, moi, ça m'a bien aidé. Les interviews, parler avec d'autres personnes, etc., ça m'a bien aidé, vu que j'avais beaucoup de mal à parler à d'autres personnes, à aller les voir, etc. Et donc ça m'a déjà pas mal aidé à me débloquer sur ça, on va dire. Alors c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est que alors nous en tant que Rotary, on les suit et aussi on aimerait bien aussi un petit peu les financer. Donc pour ce faire, ce qui a été fait cette année, on devient, nous, chaque Rotarien, finalement, actionnaire de leur société, en leur reversant une modique somme, mais au moins une somme de départ. Mais pour ça, il faut nous convaincre. Donc en général, on les réunit et devant tous les Rotariens, et ils doivent expliquer leur projet et vendre leur projet à des actionnaires, quoi. Et du coup, effectivement, ça fait partie de ce que disait Gauthier. Il faut qu'ils arrivent à s'exprimer. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'avec Gauthier et Luna, du coup, on a été tout le temps partout. L'étude de marché, on était là. Rotary, on était là. On est partout parce qu'on s'investit énormément dans le PA. Et du coup, maintenant, on parle bien. On Ça, est plus parce timide. que dès qu'il y a quelque chose qui pourrait, là où on peut parler, on peut présenter notre projet, on peut bien participer au projet, en tout cas, nous, on est directement là. Parce que ça nous plaît. Et... Comme aujourd'hui. C'est ça. Exactement. Alors c'est pour ça un peu qu'on te fait venir à peu près dans ces eaux-là, parce que effectivement en début d'année, déjà les projets sont pas aboutis, donc ça serait inutile, mais en plus de ça, on voit, enfin nous on les suit depuis septembre, et on voit l'évolution de chaque personne au fil du temps. Et on voit qu'ils apprennent énormément. Alors ça, c'est normal, c'est leur âge d'apprendre très vite. Mais on voit qu'ils font des progrès, mais phénoménaux. Alors c'est dommage parce que Eve n'est pas là pour en parler. Donc Eve qui est la prof qui suit ce projet-là. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on remarque aussi en radio. Plus on va parler, plus on va prendre la parole, plus on va devenir un peu plus acteur et un peu moins timide. Et on s'aperçoit assez facilement que quand on parle, ça arrive de dire des fois des âneries, mais c'est pas très grave. On se reprend et on recommence, quoi. Après, justement, le fait d'avoir fait ce projet, ça m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire à mon âge. Par exemple, là, parler, expliquer un projet, etc., devant tous les Rotariens dans une salle avec un diaporama, etc. À 14 ans, jamais j'aurais imaginé pouvoir faire ça. Me faire interviewer là, par exemple, comme aujourd'hui, en parlant d'un projet, d'une entreprise qu'on a créée à 14 ans, j'aurais jamais pensé ça avant. Et il y a plein de choses comme ça qui sont passées que j'aurais jamais pensé faire avant. C'est pareil, appeler des entreprises pour notre entreprise, à 14 ans, à aucun moment ça arriverait en dehors de l'EPA. C'est pour ça aussi que parfois ils nous prennent pas au sérieux. Quand on les appelle, on leur dit, ils nous disent ouais, on va parler au patron ou on va faire remonter. 3 semaines plus tard, on n'a pas de nouvelles, toujours pas, quoi. Par exemple, des fois on appelle, je pense qu'il y a une entreprise, on l'a appelée au moins 5 fois, et à chaque fois c'est censé remonter au patron. Mais
Je pense que le patron il est toujours pas au courant. Je pense qu'ils prennent ça pour des canulars téléphoniques ou des choses comme ça. Parce que c'est quand même plutôt rare. C'est quand même plutôt rare de voir des jeunes quand même faire un projet comme ça. Pourtant, un mail avec votre logo, celui du collège Françoise Héritier, le WWF, ça devrait normalement parler un peu. Alors des logos, ça reste des logos, c'est facile à récupérer, à mettre. Mais... Après, ce qui est pas mal justement, c'est que quand même, on est quand même crédibilisé par pas mal de personnes. Ça veut dire qu'il y en a pas mal qui nous prennent au sérieux. Il y en a eu quelques-uns qui nous ont pas pris au sérieux, mais la majorité, ils nous ont écoutés, ils nous ont pris au sérieux, ils nous ont renvoyé des messages, ils nous ont recontactés par derrière. Et là, il y a plein de choses comme ça quand même. En attendant de clôturer avec Eve, juridiquement, comment ça se passe? L'entreprise a une réelle existence? Elle est immatriculée ou... Alors, elle est pas immatriculée. L'EPA est immatriculée et en fait, elle est immatriculée à l'EPA, en gros. Ok. Voilà. Donc, elle n'a pas une réelle existence. Mais par contre, dans les faits, c'est quand même une réelle entreprise. Elle peut vendre, elle peut acheter, voilà, sans problème. Ouais, La seule chose, c'est qu'elle a une durée de vie qui est réellement limitée. On n'a pas le droit de continuer l'entreprise après. il y a des démarches à faire pour clôturer. Vous les amenez aussi vers ça, vers la liquidation, pour leur montrer comment ça peut fonctionner ou... On leur explique un petit peu. Eux, ils n'ont pas forcément à faire parce que c'est pas tout à fait une liquidation, c'est une cessation. Donc moi, je suis là aussi. S'ils ont cette interrogation-là, alors pas forcément, mais au moins leur expliquer que ça existe. Des cessations d'activité, des liquidations d'activité, ça existe aussi. Donc on leur explique. Après, ils n'ont pas la démarche à faire. Voilà, parce qu'après, voilà. Oui, c'est pas forcément le plus intéressant s'ils doivent y être confrontés. C'est pas le but de l'entreprise. Ouais, normalement, normalement c'est que ça perdure. Normalement. Par rapport aux autres années, les élèves, vous les suivez, ils auraient envie de revenir, de continuer à produire, on va se lancer dans une entreprise ou... Alors oui, alors chaque année c'est très difficile de se dire il faut arrêter. Alors pour plusieurs choses, parce que déjà parce que les projets sont très intéressants. Les projets sont souvent, on le voit cette année, engagés. Donc c'est toujours pénible. Les élèves sont très attachants. Enfin, du moins, moi je parle pour moi, mais c'est vrai que j'ai très facile à. C'est parce que tu les as 2 heures, ça, c'est pour ça. Oui, c'est pas faux. Mais heureusement, j'ai rien à leur enseigner. Je leur explique 2-3 trucs, mais je suis loin d'être un très bon enseignant. C'est vraiment une grosse vocation. Chacun la sienne. Mais c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils sont très attachants. Ils se donnent. Parce qu'on le voit aussi, on voit que ça leur plaît. Et donc c'est vrai qu'à la fin de l'année, c'est toujours compliqué. Il y en a toujours plein qui se disent on pourrait continuer quand même. Parce qu'en plus, souvent, ça marche. Donc on se dit c'est dommage. Et donc effectivement, ça c'est un peu compliqué. Après, par contre, nous en tant que Rotary et Rotariens, on a l'avantage pour certains, ceux qui vont aller au lycée à l'Île-Jourdain. Au lycée à l'Île-Jourdain, il y a un Interact. Donc l'Interact, c'est comme le Rotary, c'est exactement pareil. Donc ça dépend du Rotary, de toute façon, mais c'est pour les jeunes de 12 à 18 ans. Et il y en a un, on a la chance d'en avoir un ici, donc on leur explique ce que c'est aussi le Rotary, parce qu'on est aussi là pour ça, parce que le Rotary est quand même une association humanitaire, donc ça reste dans leur conviction, et c'est important. Et du coup, on leur explique aussi qu'au lycée, ils peuvent aussi aller rejoindre leurs camarades à l'Interact, et l'Interact qui fait aussi des projets. Alors c'est pas la même chose que le PA, mais par contre c'est encore des projets très intéressants, et comme ils ont déjà cette fibre, c'est assez facile d'aller vers ça, quoi. Donc on a toujours un petit lien. Merci tous les trois. Je vais vous libérer. Enfin, vous pouvez rester. On va clôturer avec Eve Chambon pour parler de ce projet dans son aspect éducatif. On a bien compris que ça leur amène plein de valeurs et que ça les intéresse réellement. Comment tu vois toi leur évolution dans l'année par rapport à ce projet-là et leur implication sur le projet? C'est vrai qu'en fait, là, on est sur de la pédagogie de projet et les élèves au début arrivent avec un enthousiasme qui est très porteur,
Et petit à petit, ils sont confrontés quand même à des réalités, confrontés à le monde extérieur aussi, parce que l'école est quand même souvent un peu refermée, peut être souvent refermée sur elle-même, alors que là, ils doivent aller vers les gens, ils doivent aller chercher des financements, ils doivent aller chercher des clients, il va falloir aller chercher des supports. Et ça leur permet aussi de sortir un peu de l'école, et ça leur apporte énormément, tant dans la prise de parole que dans la confiance en soi. Je trouve aussi que ça leur amène énormément en termes d'autonomisation. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui leur appartiennent. Nous, on les accompagne, mais après, c'est eux qui décident un peu de tout. Et aussi, donc, cette prise de conscience de ce que c'est que monter un projet de bout en bout, qu'à un moment donné, il y a des choses, des tâches qui sont peut-être un peu rébarbatives, mais il faut quand même les faire, qu'il y a toute la partie finance qui ne peut pas être négligée, toute la partie communication aussi, déjà entre soi. Qu'est-ce que ça veut dire que communiquer dans un groupe? Comment on communique à l'extérieur quand on on envoie un email? Bon, c'est des choses auxquelles ils ne sont pas confrontés au jour le jour. Et là, ils ont de vraies personnes en face, donc ils sont obligés d'en tenir compte. Est-ce que ça les aide à comprendre un peu mieux ce qu'ils font en cours ailleurs? Parce que des fois, les cours, c'est abstrait, on fait des maths, on ne sait pas trop pourquoi, les probabilités, les pourcentages, les trucs en français, bon, on arrive à parler, on peut se passer de l'orthographe. Est-ce que ça les aide à se dire, ah ouais, en fait, j'ai fait des probabilités et puis ça m'aide à calculer le coût de mon produit ou ce genre de choses? Alors, par exemple, pour ce qui est des mathématiques, tout n'est pas utilisable au jour le jour. Après, là, on réinvestit par contre les tableurs, on a réinvesti les statistiques, ils ont fait des études de marché, donc on s'est retrouvé à devoir produire des diagrammes pour notre rapport d'activité, pour leur rapport d'activité. Évidemment, tout ce qui est aussi, là, on est en train de manipuler beaucoup d'outils parce qu'il y a toute une réflexion aussi sur les chartes graphiques, qu'est-ce qu'on décide comme couleur, qu'est-ce qu'on décide. Donc, je suppose que ça, c'est des choses aussi qui sont vues en art plastique. Voilà, après, il y a des choses que l'on apprend à l'école et qui ne sont pas immédiatement applicables au jour le jour, quand même. Par rapport à la communication, au logo, à tout le travail graphique, est-ce qu'il y a d'autres profs qui interviennent pour les aider à travailler dessus, ou c'est vraiment que toi qui gères le côté EPA? En fait, ça dépend beaucoup des années. L'an dernier, par exemple, il s'est trouvé qu'il y avait une des jeunes filles d'EPA qui connaissait quelqu'un qui travaillait dans le graphisme et qui était venue pour expliquer aux mini-entrepreneurs l'année dernière comment ça se passait, comment on choisissait un logo, comment on choisissait un slogan, des choses comme ça. Cette année, ça ne s'est pas trouvé. Mais après, EPA, c'est une association qui nous propose beaucoup de supports, en fait, soit via des vidéos, soit via des supports papier. Donc, il y a beaucoup d'informations déjà auxquelles on a accès à travers cette association. Donc, voilà. Après, les élèves, ils ont souvent quand même... ils ont des idées et c'est vrai que on prend leurs idées, en fait. Juste, à qui appartient l'idée ? Là, toutes ces entreprises qui sont créées, que ce soit les éponges sur les années précédentes, les paniers repas, là, l'entreprise Kemono, là, vraiment, le côté entrepreneur et propriété intellectuelle. Alors, si je peux me permettre de répondre, en fait, ces idées leur appartiennent à eux. Ok. Donc, elles ne sont pas déposées. Il y en a un qui peut aller dire et faire ce qu'il veut, mais libre à lui de prendre ses responsabilités. Mais effectivement, elles appartiennent qu'à eux. L'an dernier, on avait envisagé de déposer notre idée, je ne sais plus pour quelle mini-entreprise, mais financièrement, en fait, c'est coûteux. Oui, de déposer le nom à l'INPI, tout ça, c'est une vraie démarche après. Ouais, vous êtes tenté, qu'est-ce qui vous a arrêté à part le coût? Le coût. Le coût, juste. C'est pas mal. Oui, mais là, il fallait aller voir Rotary, refaire la démarche. Ah, regardez, ça marche. Bon, ça reste quand même des expériences hyper enrichissantes, même pour vous. Ah, mais on le refait chaque année que parce que c'est extrêmement porteur pour les élèves. Entre ce qu'ils sont au début du projet et à la fin du projet, c'est incroyable. Là, on a une équipe qui est en train de filmer, une équipe qui est en train de gérer les ventes parce qu'on a reçu les t-shirts aujourd'hui. Donc on a des équipes qui sont en train d'appeler tous les commerçants de l'Isle-Jourdain et qui ont
qui ont eu des contacts positifs pour essayer d'aller y déposer des t-shirts. Et tout ça, c'est eux qui le font, c'est eux qui en ont eu l'idée, c'est eux qui les mènent de bout en bout. Moi, je suis là avec vous et mon autre collègue, elle est juste en train de mettre de vérifier que les t-shirts, l'argent, cocher les cases pour s'assurer que les t-shirts ont été livrés, qu'ils ont été payés, et voilà. Mais tout le reste, ils gèrent tout. Voilà, une belle aventure pour ces élèves qui se frottent à tous les problèmes. Bon, enfin, beaucoup. Mais en tout cas, ils sont en quasi totale autonomie avec juste le mentor, Laurent Humbert, et la professeure, Ève Chambon, qui sont surtout là pour aider à répondre à leurs questionnements et les aiguiller en cas de blocage. Et pour en savoir plus, vous allez sur le site entreprendre-pour-apprendre.fr. La musique, aujourd'hui, c'était Lizzo avec About Them Time, et Walter Astral avec Le Feu. Cette émission est terminée, moi je vous embrasse, enfin celles qui le veulent bien, et je vous dis à la semaine prochaine.